J'ai pris au sérieux le titre Héritage, réinvention, actualité pour bâtir le propos que je me propose de développer maintenant. L'éducation nouvelle des années 20, traumatisée par la guerre et voulant rompre avec les pratiques transmissives dominantes, corsetées, exaltant le nationalisme, rassemblait une diversité de sensibilités. Et soucieuse d'un large rassemblement, la charte de Calais était, selon Robert Glotton, qui était président du GFEN à la suite du Gaston Berlaré, était empreinte de puérocentrisme, d'idéalisme spiritualiste, d'individualisme doctrinal. Et au moment où lui, jeune étudiant, fait ses choix, il se tourne plutôt vers le GFEN qui se caractérisait à l'époque par l'orientation scientifique de la recherche pédagogique, puisqu'il avait été marqué par ses présidents successifs, Henri Pierron, Paul Langevin, Henri Vallon, et par son exploitation pour des finalités démocratiques d'une société plus juste. Voilà ce qu'il note dans Au pays des enfants masqués. Et dès 1932, lors du congrès de la Ligue internationale de Nice, le GFEN veut considérer la désaliénation de l'enfance, mais au filtre de la ségrégation scolaire. Ce qui est tout de suite emmène sur la question de la centralité des apprentissages. Je vais rebondir là-dessus, sur ce que disait Yves. Si l'étude du milieu, le conseil d'élèves, la pédagogie du projet, le travail d'équipe font partie du patrimoine partagé de l'éducation nouvelle, le GFEN, semble-t-il, se singularise par sa centration sur la transmission du savoir. En effet, c'est par sa faillite que l'échec scolaire opère et se perpétue, qui pose la question: que changer pour faire dérailler les processus ségrégatifs? C'est évidemment poser là un appel à l'exploration de pratiques. Parmi celles-ci, deux expériences sont emblématiques dans cet héritage. L'expérience du 20e arrondissement de Paris, Robert Glotton, qui avait été IEN dans les circonscriptions de l'Eure, qui avait monté déjà sa circonscription comme groupe de recherche et d'exploration avec les enseignants, va négocier avec le ministère pour monter une expérience autour des rues Vitruve, Levaux, Bretonneau, etc., qui va concerner une expérience de 1962 à 1971, dans un quartier populaire où seulement 25% des élèves rentraient en sixième, contre 65% à l'époque de l'ensemble du département de la Seine. Le challenge, permettre une scolarité sans redoublement avec les mêmes exigences du programme. Il constitue ses équipes. L'expérience va concerner 34 classes avec des enseignants volontaires et va durer 9 ans. Qu'est-ce qu'on en sait? Tous les élèves entreront en sixième sans redoubler. Plus de 90% réussissent le BEPC à l'heure. Les proviseurs du lycée reconnaissent que les élèves du groupe du 20e, outre leur curiosité, leur goût d'apprendre et de comprendre, sont parmi les meilleurs en français et en mathématiques. Toutefois, certains professeurs trouvent que ces élèves habitués à débattre ont trop de franc-parler. Mais preuve est faite déjà que l'échec scolaire n'est pas une fatalité pour peu qu'on constitue des équipes ou un engagement éducatif sur un triple principe qu'évoque Robert Glotton, la question de l'optimisme pédagogique, c'est-à-dire la croyance que rien n'est jamais joué pour personne dès lors qu'on rebrasse les cartes. Deuxièmement, la créativité des enseignants, qui ne demandent pas de créer au quotidien de quoi résoudre les problèmes multiples qui leur sont posés. Et troisièmement, la force du collectif, du travail d'équipe, qui permet de mutualiser, d'interroger, de questionner, de formaliser, bref, des multiplicateurs, on pourrait dire, de l'avancée, et qui plus est, inscrit sans doute le renversement du rapport au savoir dans une certaine continuité
non pas similitude, chacun garde son style, mais une certaine convergence d'ambition qui finit par porter ses fruits. Deuxième expérience, en 71, la question se pose pour l'équipe alors, va-t-on continuer d'accueillir des visiteurs dans une expérience où les conditions favorables sont réunies pour une autre école, ou notre vocation n'est-elle pas à parler plus largement au système éducatif, entre guillemets, ordinaire? Ça fera débat dans l'équipe. Et voilà, conjonction de fait, en 1971, Henri Bassis, directeur d'une des écoles dans le 20e, a l'opportunité, avec sa femme Odette, de reprendre un projet de coopération en panne avec 60 classes expérimentales dans le sud du Tchad. Ce qui a réussi pour les enfants du 20e est-il applicable dans un pays des plus démunis avec 45 à 80 élèves par classe, des moyens, vous imaginez, peu fournis, et des enseignants ayant au maximum le brevet. Sur la base de ce qu'ils engagent, avec l'équipe franco-tchadienne qu'ils constituent et forment sur place, des transformations opèrent. Alertés par des choses bizarres qui se passent dans les classes, il y a toujours des inspecteurs bienveillants, le directeur général de l'enseignement du Tchad s'inquiète et demande à faire un tour des classes en question. L'équipe a préparé ses valises. De retour, il convoque l'équipe et déclare « Voilà ce qu'il nous faut, le travail en équipe, je veux le voir dans tout le Tchad ». Conjonction historique qui va faire qu'un vaste projet de formation-transformation des maîtres va alors être conduit sur l'ensemble du territoire de 71 à 75. Au centre de ces expériences, une transformation des modalités d'apprentissage, basée sur le double apport de Piaget et de Vallon pour la psychogenèse de la connaissance, de Bachelard pour la notion de rupture épistémologique, ce qui s'appelait originellement méthode d'observation, à l'époque du XXe, va désormais devenir démarche d'auto-socio-construction des savoirs, formalisée dans l'ouvrage collectif du GFEN paru en 82, quelle pratique pour une autre école, le savoir aussi, ça se construit. Sur l'idée d'une bataille parallèle sur la non-fatalité de l'échec, que le bandeau tous capables signifie, comme un des emblèmes du GFEN, ceci étant dit, un tous capable, pas plus de nature que les dons en sont raréfiés, et qui amène à une transformation des pratiques pour qu'il en soit ainsi. Autrement dit, comme défi à mettre en œuvre. Or, cette idée de construction fait polémique. Elle déstabilise la conception commune du rapport enseignant-élève et la relation d'assujettissement que tu évoquais qui la sous-tend. Serait-ce nier l'importance du maître et trop sublimer les capacités réelles des élèves? On sent bien que ça remet profondément en cause les relations de pouvoir. Celui que les élèves y développent se paye-t-il au prix d'un affaiblissement du rapport à la culture? Chacun a en tête les batailles féroces contre ceux qu'on a appelés les pédagogistes, qui feraient l'un au détriment de l'autre. Bien au contraire. Yves a commencé de l'évoquer, c'est une conception des savoirs qui est en jeu. Transmettre les savoirs dans leur forme faite, c'est en quelque sorte les catéchiser, au risque de les ravaler au rang d'opinion. Le « c'est comme ça » invite à croire plutôt qu'à réfléchir. On pourrait y voir un motif de résistance de certains élèves qui veulent comprendre et qui opposent leurs propres croyances. Pour être réellement appréhendés comme tels, appropriés et mobilisables, savoir impose de comprendre, donc de raisonner. Deux pièces contribuent à faire sens. Le pourquoi de leur élaboration et le comment de leur substance. La plupart des contenus de l'élémentaire, au moins sans doute, en grande partie jusqu'au terme du collège, répondent à un problème à résoudre, à une question fondatrice. Comment échanger des significations à distance sans ambiguïté? Comment rendre compte de grandes quantités? Comment reborder les terrains inondés chaque année par le Nil?
comment se repérer dans l'espace, mesurer le temps, prévoir les récoltes, etc., etc. Par ailleurs, la solution finalement retenue n'est que le terme d'un processus laborieux qui fait effet d'essai, d'errance beaucoup, d'avancée, de semblablement de recul, de réaménagement successifs. D'erreurs rectifiées, pour reprendre Bachelard, beaucoup de savoirs exigent, au regard de leur histoire constitutive, un déplacement conséquent de point de vue faisant rupture avec le sens commun. Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, il ne va pas de soi qu'inoculer les germes d'une maladie soit le meilleur moyen de s'en préserver. Il ne va pas de soi que l'artichaut soit une fleur et la tomate un fruit. Contrairement à l'évidence, le soleil ne se couche pas, la laine n'est pas chaude. Bachelard parlait de rupture épistémologique. Identifier les conceptions préalables permet de les questionner et ouvre à d'autres élaborations. Concept, œuvre, technique intellectuelle, chacun des objets d'apprentissage nécessite une approche adaptée. Diversité, on l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-il essentiel à comprendre derrière un titre de leçon? Que nous dit cette œuvre? Quelles procédures permettent un traitement pertinent des données? Chaque discipline a ses objets et sa grammaire qui nécessitent une exploration singulière. La science a ses exigences différentes de l'histoire, y compris si la critique de témoignage, si centrale pour confronter les élèves à divers points de vue sur un même événement, a quelques similitudes avec le débat de preuve propre aux sciences. On en arrive au-delà des contenus sur la démarche de construction de savoir. Quoi qu'il en soit, on pourrait dire, quel que soit l'objet, quel que soit le contenu d'apprentissage, c'est l'activité intellectuelle des élèves qui importe, au service d'une appropriation culturelle critique. Quels que soient les domaines, on retrouve plusieurs caractéristiques communes. Une situation initiale propre à créer l'intérêt, l'implication, la mobilisation ou ses prémices. La mobilisation, pour reprendre Léontief, qui a longtemps été pensée comme un préalable à l'activité, peut aussi n'être que finalement le résultat de l'activité. En gros, ne pas attendre, hein, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Alors, il peut s'agir en mathématiques de rendre compte d'une grande quantité sans comptage pour réinventer le principe de numération positionnelle, ou de mesurer la hauteur d'un arbre pour finalement amener les élèves à retrouver, réinventer Thalès en technologie, s'interroger sur un objet, en réaliser un plan, en langue, traduire un message sans appui, etc. En tout cas, toute situation nécessitant un engagement individuel de nature à réactiver un rapport personnel inévitablement subjectif à l'objet, fait de savoir, de connaissances, d'expériences passées, d'affect, de tout ce que l'on veut. Deuxième temps, qui est un temps de confrontation entre pairs, en petits groupes, amenant à expliciter les points de vue, à les justifier, à les argumenter. Moment de mise à distance des opinions premières, des propositions initiales, alors soumises au débat de preuve, dans la recherche conjointe d'une solution acceptable. L'échange peut se prolonger en collectif dans une gradation des exigences visant une solution concertée qui soit pertinente. Vallon parlait de processus d'objectivation, c'est-à-dire la façon dont les élèves, par la mise en travail critique de leur regard sur l'objet, permet de progressivement dégager une vision commune. Un troisième temps de formalisation, conceptualisation, moment délicat où on sait qu'il ne suffit pas de réussir la tâche pour saisir l'essentiel, passage du réussir au comprendre, pour reprendre Piaget, exigeant détachement de la situation vécue pour en extraire l'essentiel, monter en généralité, moment clé de la prise de conscience dont tous les psychologues, Vallon, Vygotsky y compris, temps d'institutionnalisation de ce qui mérite d'être retenu et valant au-delà de la situation, permettant du coup, dès lors qu'on a reconnu la classe de situation ad hoc, d'aller mobiliser son capital de contenu approprié pour le mobiliser dans la situation présente. S'appuyer donc sur le cheminement personnel, mais aussi sur les échanges pour fonder justesse et conscience du construit. C'est ce qui justifie l'appellation de démarche d'auto-socio-construction du savoir.
qu'on a beaucoup moqué une époque, mais qui a croisé nombre de travaux en didactique depuis. Si celle-ci peut être entendue comme dispositif pédagogique, elle concerne plus encore, nous semble-t-il, la dynamique formative enclenchée. Viser la démocratisation de l'accès au savoir, à la culture, les moyens pour y parvenir ne sont pas anodins au regard des finalités poursuivies. Éviter la stigmatisation, la disqualification symbolique, bien sûr, mais surtout renforcer la confiance en ses capacités de façon durable, accroître la curiosité, ouvrir à l'altérité dans un débat fécond avec les autres, autrement dit, permettre à chacun de se construire comme personne autonome avec des valeurs partagées pour faire société. Tel est l'enjeu, contribuer à l'émancipation qui se définit, si on regarde ça, comme action de se libérer, de s'affranchir d'un état de dépendance, de se dégager d'une dépendance morale des préjugés de son époque. Et il nous semble que cette approche y contribue sur deux plans. Il contribue sur le plan cognitif, d'une part, sur le plan identitaire, d'autre part. L'approche des apprentissages permet l'émergence des prêt-à-penser, des points de vue singuliers, avec son lot inévitable d'idées préconçues, de préjugés, de stéréotypes liés aux expériences passées et au rapport au monde inhérent à chacun des univers socio-familiaux. La pluralité des échanges, des opinions, amène au débat contradictoire, où chacun est amené d'abord à expliciter, puis assez rapidement à justifier, à l'interne de la situation, non pas de façon formelle, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Il me faut apprendre à lâcher du lest par rapport à mes certitudes premières, contestées par le groupe de pairs, y compris si la suite me donnera raison. Conquérir l'assentiment du groupe, donc, par l'argumentation raisonnée pour le convaincre. Avec cette idée que la classe se constitue comme lieu ressource pour penser plus loin, conscience d'autant plus forte dans les activités de construction de savoir dont les outils constitués solidairement témoignent. Alors, quelques témoignages par retour de parents d'élèves de CP-CE1. Il a une volonté d'aller chercher l'information, il est curieux, lit des petites encyclopédies, il pose des questions sur tout, elle passe son temps à regarder l'atlas, il écoute la radio, il est curieux de tout, s'intéresse à tous les sujets, culturellement c'est incroyable, l'ouverture totale, elle cherche à la bibliothèque des livres pas vraiment de son âge. Ça c'est pour des jeunes enfants et j'ai envie de relever aussi quelques propos qui valent, quel que soit l'âge des personnes confrontées à une situation d'apprentissage, que ce soit des jeunes dits décrocheurs ou des adultes peu qualifiés en reconversion avec lesquels nous avons eu l'occasion de récemment travailler 2 jours sur les noyaux durs du lire-écrire sans éviter la question qui fâche, l'orthographe. Et ce que les gens disent, c'est « ils m'ont décoincé en lecture et écriture, j'ai réussi à écrire un texte de 12 lignes, franchement, ça m'a fait du bien. Je ne vois plus les fautes comme avant, ça m'a permis de débloquer pas mal de choses. » Avec cette idée que beaucoup évoquent l'importance des échanges, la force du groupe, du travail de groupe, ça m'a libéré. Réfléchir ensemble, ça crée quelque chose. J'ai trouvé des choses que je n'aurais jamais pensées. Le partage est vraiment très intéressant, très riche. J'ai l'impression que je vais regarder les livres différemment, ça chamboule nos souvenirs d'école. Autrement dit, effectivement, certains ont pu cheminer plus ou moins longtemps dans l'univers scolaire, mais avec sans doute des poids lourds à leurs pieds dans l'intégration de leurs sentiments d'incapacité. À travers la construction de savoir, au-delà du rapport aux objets concernés, et c'est quand même pas rien, ça, chacun renouvelle son rapport au monde, mais aussi à lui-même et aux autres. Sur le plan identitaire, je vais essayer en 1 minute, faisant suite à la socialisation familiale, la socialisation scolaire en interroge l'héritage. Chacun voit ainsi s'élargir la palette des possibilités et approfondir le questionnement sur son propre univers. Les habitudes sont interrogées, la mise à distance sert l'analyse comparative, permettant à chacun de puiser dans le vivier élargi de conduite possible face aux situations inédites. Par les choix auxquels le réel le contraint, l'individu trace son chemin singulier comme personne, à entendre dans tous les sens de l'acception. Le groupe de pairs sert, on l'a vu, un double processus de personnalisation, de socialisation,
Je ne m'arrête pas plus là-dessus. Toute réussite est vécue, ça vaut pour des jeunes enfants comme pour des adultes, comme victoire pour soi, mais aussi sur soi. L'enjeu, faire reculer les limites intériorisées, renforcer la confiance en ses potentialités. Et plus l'affaire semble impossible et injouable, plus la jubilation intellectuelle est forte. Chaque défi relevé stimule l'envie de poursuivre les conquêtes. Conscience, confiance, autonomie. Autant d'éléments servant l'élaboration identitaire, comme le constate, je reprends les parents d'élèves de CPCE1, ils se sont capables de faire plein de choses tout seuls, elle veut ranger ses jouets de bébé, elle est plus raisonnable, elle fait la grande, elle réfléchit, elle essaye de raisonner sa sœur, il devient indépendant, trop parfois, il prend des positions par rapport à nous, s'affirme, argumente. Semblable mouvement avec des adultes en reconversion, ça m'a ouvert les yeux, je me suis aperçu que je me dévalorisais, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, je me pensais nul, j'ai découvert que j'avais des talents cachés. Réfléchir ensemble, ça crée quelque chose, je ne me sens pas si bête que ça, j'ai appris énormément de choses, je suis fier de moi. Comme disait un des stagiaires rencontrés, Janvier, dans la vie, il n'y a pas de fatalité, sauf celle qu'on a dans la tête. Autrement dit, derrière la construction de savoir se joue l'émancipation du sujet. Il s'agit de se construire dans le savoir, pour reprendre le titre d'Odette Bassis, qui rappelle à l'envi ce propos d'un directeur d'école qui observait les élèves au travail dans la classe. Qu'est-ce que c'est que cette méthode qui réussit au plus mauvais ? Depuis les années 80, GFEN explore de telles pratiques. Plus de 50 ouvrages sont parus dans tout domaine et l'exploration reste ouverte. Vous êtes dangereux, vous leur apprenez à penser, finira par s'exclamer un responsable français de la coopération, pour justifier l'arrêt de l'expérience auprès de l'équipe impliquée au Tchad, l'accusant de faire de la politique. Faux procès, mais bel hommage.